enchaînons à présent avec la deuxième partie pour ce rendez-vous donc de Smart Bourse à 12h30. Nous avons le plaisir d'être en plateau avec Romain Baucher, responsable Action Monde chez Fidelity International. Bonjour Romain Baucher. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Bourse. On va essayer de faire un tour d'horizon un petit peu ensemble des différentes places de marché donc internationales et comprendre les scénarios de marché. On va commencer par les États-Unis en lien avec l'actualité dont on a déjà parlé. La Fed la Fed augmente ses taux d'un quart de point. Elle veut 7 hausses de taux au total sur cette année 2022. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette stratégie de la Fed ? Donc je rappelle effectivement les différents questionnements. On parle de choc d'offres et un certain nombre d'économistes disent oui, mais on applique à un choc d'offres les mêmes remèdes qu'à un choc de demande. D'autres se demandent si effectivement c'est pas une réaction trop tard par rapport à une inflation qu'on estimait transitoire mais qui est de plus en plus durable. Et d'autres encore disent oui, mais tout cela est politique. Est-ce que ça fait vraiment sens au niveau économique ? Beaucoup de questions sur un acte, celui d'augmenter de 25 points de base les taux directeurs de la Fed. Qu'est-ce que ça vous évoque, Romain Baucher ? Alors, nous avons tendance à relativiser ces mouvements de taux d'intérêt nominaux, car nous sommes bien en train de rentrer dans un monde pour nous qui est stagflationniste. Donc l'hypothèse de stagflation devient vraiment notre scénario central avec des nuances. Cela a été dit, cela peut être plus marqué en Europe qu'aux États-Unis, mais globalement, c'est bien la menace qui pointe et qui devient maintenant très sérieuse. Alors pourquoi nous nuançons l'impact de ces hausses de taux nominaux ? C'est qu'il faut bien regarder pour un investisseur action qu'il est là pour concourir en termes de taux réels. D'accord. Là, l'action a pour mérite d'être quelque part implicitement indexée sur la croissance nominale et donc d'intégrer les éléments inflationnistes. Bien sûr. D'avoir la capacité à être une meilleure protection contre l'inflation. En face, l'investisseur a la possibilité d'investir sur des produits de taux, mais pour lequel l'important, et on l'avait oublié depuis 30 ans, c'est le taux réel. Et la grande nouveauté que nous sommes en train de vivre, c'est que nous sommes en train de recréer une colonne dans nos tableaux, dans nos modes de raisonnement, qui est voilà quel est mon taux nominal, mais quel est mon taux réel ? Et ce taux réel, il est toujours excessivement bas. Donc ça paraît quelque part anecdotique de parler d'un resserrement, quand en réalité le taux réel est encore plus bas qu'il y a 3, 6, 9 ou 12 mois. Donc nous ne sommes pas vraiment dans un resserrement au sens propre, dans ce monde où il va falloir à nouveau raisonner en termes réels, beaucoup plus qu'en termes nominaux. Alors on n'est effectivement peut-être pas dans un resserrement, mais on constate que dans une période d'incertitude où on n'est pas encore complètement sorti de cette pandémie, puisqu'on voit effectivement la Chine reconfiner une partie de sa population, on voit donc une guerre sur le sol européen, une période d'incertitude avec une inflation qui court, on voit une Fed, une banque centrale américaine qu'on a connue très accommodante pendant très longtemps, qui normalise coûte que coûte, finalement, donne l'impression de vouloir normaliser coûte que coûte sa politique monétaire. C'est là où ça surprend finalement. Alors il faut le mettre en perspective d'une observation de moyen terme. De même qu'il y a 2 ans, la pandémie et les confinements qui ont été décidés accentuaient drastiquement quelque chose qui était à l'œuvre. Nous étions déjà en train de contempler une forte baisse des prix des matières premières, donc un choc, un contre-choc pétrolier. Ouais. Et donc ça nous a emmené non pas dans une baisse, mais dans un effondrement avec les fameuses mêmes séances de prix quasi négatifs du baril. 2 ans plus tard, c'est le phénomène inverse. Nous étions déjà en fin de ce que j'appelle le cycle Covid, c'est-à-dire de reprise très violente, qui était déjà complètement en train de s'essouffler et de provoquer en revanche, par contre, des chocs inflationnistes. On avait déjà eu doublement du prix du baril. Le baril était déjà passé de 35-40 $ à 80 $ et plus. Donc aujourd'hui, on l'aggrave. On est à 100 et on l'aggrave. La question, c'est de savoir jusqu'où on va aller. Donc effectivement, on reste à 100 actuellement, mais c'est de savoir si on va passer à 150 ou 200. Il y a bien entendu un facteur extrêmement aggravant de la tragédie que nous sommes en train de contempler en Ukraine. Mais n'oublions pas que nous étions de toute façon dans un scénario où il y avait une menace inflationniste qui était déjà très visible et contre laquelle les banques centrales se devaient d'intervenir. Donc on ne peut pas non plus le reprocher d'intervenir sous prétexte qu'à très court terme, on a notifié un facteur aggravant. Bien sûr. C'est-à-dire un peu comme la malheureuse cerise trop visible sur ce gâteau, alors que le gâteau, lui, était déjà en place. Et alors, sur cette question de répondre à un choc d'offre de la même manière qu'on aurait répondu à un choc de demande, là, pour le coup, vous trouvez ça cohérent dans la manière de répondre de la Fed ? En réalité, nous n'y répondons pas de la même manière. Sur un choc qui aurait été un choc de pure demande, je reste intimement convaincu, pour revenir à cette notion de taux réel, qu'avec une inflation aujourd'hui voisine de 6 en Europe, annoncée à 7 ou déjà à 7 aux États-Unis et bien supérieure dans les pays émergents, nous aurions envisagé des resserrements, mais beaucoup plus violents, beaucoup plus rapides, et nous amenant sur des cibles qui n'étaient pas de débattre entre 1 et 2%, quel serait le taux dans 2 ans. Bien sûr. Et des niveaux qui seraient beaucoup plus neutres par rapport à l'inflation. Donc même si cette inflation n'est pas là pour être en permanence à 7, on aurait visé probablement des taux 100, 200 points de base au-dessus de ces niveaux-là. Donc nous sommes bien en train d'essayer
de réconcilier deux objectifs contradictoires, parce que les banques centrales ont un rôle très dur à jouer. Elles sont vraiment entre l'enclume et le marteau. Et c'est donc pour ça que ce resserrement est très modeste, très lent, même s'il peut être impressionnant à l'aune d'une, voire de 3 décennies pendant lesquelles on ne parlait plus de différence entre le taux nominal et le taux réel. Alors, un mot encore du monde occidental. On va parler des États-Unis, mais de l'Europe également. Donc, aux États-Unis, la Fed prévoit une inflation core à 4,3% en fin d'année. On est aux alentours au-dessus de 7% actuellement pour le mois de février, toujours en annuel. En Europe, donc 5,9% en annuel sur le mois de février également. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Pour vous, le scénario, c'est la stagflation, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Alors peut-être avec des réalités différentes, mais c'est le même scénario. C'est le même scénario, et je pense que le meilleur moyen de l'illustrer, c'est de partager avec vous quelles sont nos prévisions de l'évolution des profits des groupes cotés, tant en Europe qu'aux États-Unis que dans le reste du monde. Dans la plupart des zones, pour vous donner les ordres de grandeur, on attend des progressions de l'ordre de 5% des profits par action, tant en 2022 qu'en 2023, et dans la plupart des grandes zones. À 5% en termes nominal, quand l'inflation, comme vous venez de le dire, est à peu près au même niveau, voire au-dessus. Ça veut dire qu'en termes réels, votre rendement est voisin de zéro. Alors, ce n'est pas dramatique quand on vient de sortir d'une année spectaculaire de hausse des profits de près de 50% et surtout qui nous amenait 15-20% au-dessus des niveaux d'avant-crise. Donc, on sort d'un cycle qui n'était pas un cycle en V, qui était un cycle que j'appelle en racine carrée. On est ressorti plus haut que le point d'entrée en crise. Donc, c'est tout à fait acceptable. Et être protégé contre l'inflation dans un phénomène de plateau pendant 1 an ou 2 n'est pas honteux et n'est pas extrême, et n'est pas un repoussoir, alors qu'en face, on vous propose du moins 3, moins 5% pour un investissement dans une obligation d'État en Allemagne ou en France. Et alors justement, si vous parlez du bénéfice des entreprises, il y a 6 mois, la question c'était est-ce qu'on va être capable de répercuter la hausse des prix de l'énergie ou l'inflation dans les produits finaux vendus par les entreprises. Quand on est sur une inflation sur le mois de février au-dessus de 7% aux États-Unis, la question elle est encore là ou en fait on sait que déjà c'est un combat perdu d'avance? Alors ça va être un combat très rude et c'est pour ça que notre scénario est bien de dire que ces marges stables en termes réels, c'est le scénario optimiste d'atterrissage en douceur, mais on peut difficilement envisager beaucoup mieux. Ça nous paraîtrait illusoire, sous prétexte que la croissance est encore soutenue, de parler d'amélioration des marges. Stabiliser les marges à ce haut niveau va être le défi. Le risque, vous avez raison de le dire, il est plutôt légèrement à la baisse. Donc le risque, c'est d'avoir des légères révisions en baisse et qu'on finisse par arriver dans un monde où, en termes nominaux, les profits ne soient plus en croissance de 5 ou 10%, mais stable, ce qui voudrait dire, en termes réels, encore en début de repli. Alors, un mot à présent de la Chine, Romain Baucher. Donc effectivement, on a vu une résurgence de la pandémie sur le sol chinois, avec une politique de zéro Covid qui a conduit le gouvernement chinois à confiner, notamment dans la zone de Shenzhen, où on a 45 millions de personnes confinées. Il y a une autre actualité qui nous vient de Chine également, c'est qu'on a vu un gouvernement chinois regarder de très près ce qui se passait dans son économie, que ce soit sur le crédit immobilier, sur les valeurs technologiques, qui n'hésitait pas parfois à réglementer, à surréglementer pour que cela se passe finalement selon la ligne du parti. Hier, Pékin a annoncé au contraire vouloir soutenir son économie, mettre en place les mesures nécessaires pour soutenir l'économie et notamment les marchés de capitaux, mais aussi prévenir les risques dans le secteur immobilier. Que nous inspire ce revirement? Est-ce que la Chine veut reprendre son rôle de moteur de l'économie mondiale dans le contexte actuel? Alors pour nous, ce soutien est inévitable et nécessaire, parce que la Chine se trouve malheureusement à la croisée de chemins périlleux. Comme vous l'avez rappelé, elle est encore empêtrée dans ce que j'appelle le cycle Covid, c'est-à-dire au gré des ouvertures et fermetures, décélération, baisse de la demande. Et là, on revit un cycle Covid de fermeture en Chine, avec des dizaines de millions de Chinois à nouveau confinés. Elle est prise aussi dans ce cycle de matières premières. La Chine, dans ce monde émergent, fait plutôt partie des consommateurs que des importateurs, donc, bien sûr, et non pas des exportateurs de matières premières, d'où l'appétit beaucoup plus pour des pays comme le Brésil, qui, quelque part, là, ont un effet d'aubaine. Et d'ailleurs, ont des performances boursières positives. On parle de l'effondrement. Du blé, notamment, ou autre, blé, des énergies. Mais aussi des matières premières alimentaires, comme vous le soulignez, mais aussi énergétiques. Donc, elle gagne sur les deux tableaux. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qui permet de nuancer. Nous avons effectivement des acteurs, cas extrêmes comme la Russie, où les actifs sont mis à zéro. Des acteurs sur la Chine, où on se pose quand même beaucoup de questions, puisqu'il y a cet enfermement qui revient sur la scène. Il y a ce coût d'importation des matières premières et les chiffres avant-coureurs de la problématique immobilière chinoise, qui est la problématique depuis 1 an, restent mitigés. Notamment si vous regardez les chiffres en amont, c'est-à-dire les ventes de terrain. Ils se vendent toujours beaucoup moins de terrains en Chine, qui seront les projets demain et d'après-demain, qu'il y a 1 an. Et donc, on peine à réveiller le marché immobilier chinois, qui, on le sait, évolue sur des niveaux élevés, et qui est à l'origine de la crise du marché high yield chinois. Alors, la bonne nouvelle, par contre, c'est que la Chine a connu un effondrement boursier, on ne va pas se mentir. C'est moins 40% sur 1 an glissant. Donc, aujourd'hui, toutes ces mauvaises nouvelles sont dans les cours. À partir du moment où on croit encore à la capacité de soutien
du gouvernement chinois et que les mauvaises nouvelles sont en grande partie dans les cours, on peut commencer à s'y réintéresser. Mais dans un scénario de stress, on ne va pas se mentir, les gagnants de ce scénario de stress créé par le drame en Ukraine et par ces problématiques Covid, a été un repli à nouveau vers les actifs américains à court terme avant de savoir où redéployer les capitaux. Justement, parce que en lien avec du coup cette guerre entre Ukraine et Russie, on voit donc du coup un enjeu autour de la Chine, à savoir la Russie qui se tournerait vers la Chine pour demander un soutien, les États-Unis qui mettraient le holà entre guillemets en disant attention, si vous y allez, il faut s'attendre à des répercussions. Et alors quand on voit ça d'un point de vue purement économique, on voit le soutien du gouvernement à l'économie, on peut se dire c'est peut-être le moment de retourner investir en Chine, mais effectivement, il y a cette incertitude géopolitique qui fait que tout peut changer demain, en fait. Alors, c'est très instable et c'est pour ça que ce qui a été accru au cours de l'année écoulée, c'est vraiment la prime de risque. Il n'y a pas eu un effondrement de 40% de l'activité en Chine ou des profits en Chine. Ce qui a été fortement accru, c'est la prime de risque. Et j'ai envie de dire, d'ailleurs, nous, on le voyait en tant qu'investisseurs, on le disait déjà il y a un an, on savait qu'il y avait un gros risque russe, un risque politique russe. Donc les valeurs russes étaient très décotées. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas suffi à protéger l'investisseur, compte tenu du drame et des décisions tragiques qu'ils ont prises. Ça a amené ces valorisations encore plus bas, à zéro. Mais en Chine, on partait d'un niveau où la prime de risque politique n'était pas très généreuse, il y a un an et demi. Donc aujourd'hui, elle est intégrée. Donc je pense que c'est le côté, quelque part, rassurant. L'autre côté rassurant, c'est qu'à l'heure où nous débattons tous de l'ampleur du resserrement monétaire au niveau de la Banque centrale anglaise, européenne, américaine, là-bas, le débat, c'est à quel rythme est-ce qu'on va assouplir. Bien sûr. Donc on est sur un cycle d'assouplissement. Donc la Chine, depuis le début, depuis 3 ans, est en avance de phase pour le Covid, pour la politique monétaire. D'ailleurs, c'est peut-être en train de nous dire que plus tôt que l'on le pense, on va abandonner cette idée de resserrement fort et durable parce que, oui, on est soumis à des contraintes qui restent fortes sur l'activité et qu'on pourrait peut-être, comme on l'a été en 2008, l'être à nouveau surpris par la brièveté du resserrement monétaire. Merci beaucoup Romain Baucher. Je rappelle que vous êtes responsable Action Monde au sein de Fidelity International. Merci à vous de nous avoir suivis également dans Smart Bourse. On se retrouve ce soir à 17h pour la grande édition.